Moi, je suis un petit peu perturbé, très perturbé, parce que aujourd'hui, le 3 janvier 2026, un événement planétaire, un événement international, un événement géopolitique, un conflit géopolitique et diplomatique de très haute intensité est en train de profondément marquer, de bouleverser l'ordre politique international ou l'ordre géopolitique international. Les États-Unis d'Amérique ont mené une opération militaire ce soir, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, sur le territoire du Venezuela. Le président Donald Trump a annoncé officiellement, c'est incroyable, que le président du Venezuela, le dictateur Nicolás Maduro et sa femme auraient été capturés et exfiltrés par les forces armées américaines. Il y a très peu d'explications encore pour le moment. Très peu d'informations qui circulent. Vers 17h heure française ou heure algérienne, le président américain va animer une conférence de presse dans sa résidence privée Mar-a-Lago en Floride. Il va fournir davantage d'explications, mais tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que la capitale du Venezuela, Caracas, a été bombardée et elle a subi un assaut militaire des forces spéciales américaines. Alors, cette attaque n'a pas été encore pour le moment expliquée, on ne connaît pas tous les détails. Tout ce qu'on sait, c'est que le président du Venezuela ou le président vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé dans le cadre d'une opération de l'armée américaine menée conjointement, selon le président américain Donald Trump, avec nos forces de sécurité intérieure. Le ministère de la Justice américain, le 26 mars 2020, avait classé Nicolás Maduro et 14 hauts responsables du Venezuela comme des chefs ou des barons du narcotrafic. Ils ont été accusés de narcoterrorisme, corruption, trafic de drogue et plusieurs infractions pénales. Donc les États-Unis d'Amérique, depuis 2020, ont lancé en quelque sorte des mandats d'arrêt internationaux contre Nicolás Maduro. Ils le considéraient pas comme un chef d'État, comme un décideur politique légitime ou élu représentant un peuple ou un État indépendant et membre à part entière de la communauté internationale. Les États-Unis d'Amérique avaient même offert depuis le 7 août 2025 depuis le 7 août 2025, les États-Unis d'Amérique avaient diffusé une offre de récompense pouvant atteindre 50 millions de dollars pour des informations qui pouvaient mener, pour toute information qui peuvent mener à l'arrestation, à la condamnation de Nicolás Maduro. Donc il y avait une situation de quasi-guerre entre le Venezuela et les États-Unis d'Amérique. L'intervention américaine a suscité beaucoup d'interrogations, voire même une vague d'indignation dans le monde entier. Un sénateur américain a expliqué qu'il s'était entretenu avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui est l'équivalent du chef de la diplomatie des États-Unis d'Amérique. Il avait dit ceci: il m'a informé que Nicolás Maduro a été arrêté afin d'être jugé aux États-Unis d'Amérique, que l'action cinétique, à savoir les frappes que nous avons vues ce soir, ont été déployées, que l'action a été déployée pour protéger et défendre ceux qui exécutaient le mandat d'arrêt international, le mandat d'arrêt délivré par les États-Unis d'Amérique contre Nicolás Maduro. Cette action relève probablement de l'autorité inhérente du président américain en vertu de l'article 2 de la Constitution, afin de protéger le personnel américain contre une attaque réelle ou imminente. Donc, les États-Unis d'Amérique ont lancé une attaque de vaste ampleur, une attaque aérienne avec un déploiement au sol de forces spéciales américaines pour arrêter Nicolás Maduro et pour l'exfiltrer et le transférer vers les États-Unis d'Amérique. C'est un film, tout simplement du Netflix, c'est du Hollywood qui se déroule sous nos yeux, comme on l'a rappelé, donc accusé de faisant l'objet d'actes de graves accusations de narcotrafic. Les États-Unis d'Amérique ont voulu donc capturer et faire chuter le régime Maduro. Maintenant, est-ce que le régime s'est effondré pour autant? Est-ce qu'il y aura un successeur? Il y a des rumeurs qui circulent. On dit que le ministre de l'Intérieur, le numéro 2 du régime du Venezuela, aurait été lui aussi arrêté ou capturé ou tué par cette intervention américaine, dont on ne connaît pas encore les contours. Donc on n'a pas trop de détails pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que les États-Unis d'Amérique se réjouissent, se réjouissent d'une opération qui aurait réussi. Il s'agit d'une opération militaire secrète qui aurait réussi. Donald Trump parle d'une opération brillante. D'après le New York Times, c'est un bref entretien téléphonique qui a eu lieu entre le New York Times et le grand journal américain, et Donald Trump, qui s'est félicité du succès de la mission visant à capturer Nicolás Maduro. Beaucoup de planification minutieuse et beaucoup de troupes formidables, de gens exceptionnels. C'était en réalité une opération brillante. Quand Donald Trump a été interrogé par le New York Times sur le fait de savoir s'il avait sollicité l'autorisation du Congrès pour cette opération pour la suite des événements au Venezuela, Trump a indiqué qu'il a absolument
qu'il aborderait ces questions lors de sa conférence de presse à Mar-a-Lago, donc à Palm Beach en Floride, dans sa résidence privée qui a été prévue dans la matinée heure américaine, mais ce sera 17h heure de Paris, heure de française, donc 17h aussi, heure algérienne. On aura donc des explications beaucoup plus concrètes et détaillées de la part de Donald Trump. Tout ce qu'on sait, c'est que les autorités américaines ont lancé une opération militaire aérienne et au sol qui a détruit des bases militaires du Venezuela, qui a pu identifier un lieu de cachette, le lieu ou l'abri dans lequel était réfugié Nicolás Maduro. Celui-ci aurait été arrêté, lui et son épouse. Il n'y a pas eu d'images qui ont été diffusées. Beaucoup d'États étrangers, des membres de la communauté internationale ont dénoncé ou ont déploré, ont condamné cette opération qui est naturellement spectaculaire et qui est condamnable en soi. Bien sûr que les États-Unis d'Amérique n'ont pas le droit de violer la souveraineté d'un pays, d'aller arrêter un président vénézuélien. C'est au peuple vénézuélien, c'est à la justice vénézuélienne, c'est aux autorités vénézuéliennes de juger éventuellement ce président vénézuélien s'il est réellement coupable de narcotrafic. Mais, il faut le dire la vérité, beaucoup de gens ne vont pas pleurer Nicolás Maduro. C'est un dictateur qui a ruiné son pays. Le Venezuela est un pays qui est en ruine et le coup fatal des États-Unis d'Amérique ne fait que précipiter la fin d'un régime qui ne pouvait pas rester, qui n'était pas tenable. La situation au Venezuela n'était pas tenable. Et je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants algériens, le régime algérien doit absolument méditer l'exemple et tirer la leçon de ce qui se passe au Venezuela. Je le dis en toute honnêteté, il faut absolument tirer l'exemple et méditer l'exemple du Venezuela. C'est une leçon à méditer pour le régime algérien. Je rappelle que le Venezuela, avant de connaître cette opération militaire et cette agression américaine, c'est une agression, personne ne va le nier. C'est une agression, les États-Unis d'Amérique la justifient, pour eux c'est un narcotrafiquant. Il y a beaucoup d'organismes internationaux qui effectivement accusent le régime du Venezuela d'utiliser le trafic de drogue pour se maintenir au pouvoir et pour s'autofinancer à cause parce qu'il y a un manque de ressources financières importantes pour le régime du Venezuela. C'est pas uniquement des accusations américaines, il y a aussi des accusations de pas mal d'organismes sécuritaires. Certains organismes même relevant des Nations Unies ont appuyé ce genre d'accusations. Encore une fois, rien ne justifie l'agression américaine. Je le dis parce que je sais que sur TikTok, etc., certains manipulateurs vont essayer de me faire dire ce que je n'ai pas dit, ce que je ne pourrais pas dire, ce que je n'accepterai jamais. C'est une agression étrangère contre un État souverain. Ceci dit, il faut le dire avec beaucoup de force. Nicolás Maduro, personne ne va le pleurer. Le dictateur vénézuélien, personne ne va le pleurer. Je rappelle que le Venezuela connaît depuis 2013, date à l'arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro, qui n'a rien à voir avec Hugo Chavez. Hugo Chavez, lui, c'était un leader socialiste, il avait de la légitimité, il a réformé son pays, il a soutenu l'économie sociale, il a sorti des millions de personnes de la pauvreté. Mais malheureusement, il n'a pas suffisamment travaillé sur l'économie, sur les chantiers de la réforme économique, et l'excès de son socialisme ont provoqué par la suite à sa mort, à sa disparition, et à l'arrivée du pouvoir de 2013 de Nicolás Maduro, des luttes politiques intestines au Venezuela, et un effondrement de l'appareil économique, notamment de l'appareil de production de pétrole et du Venezuela. Le Venezuela, c'est comme l'Algérie, c'est pour ça que nous avons souvent cité l'exemple du Venezuela, c'est l'exemple d'un pays rentier, qui dépendait entièrement des hydrocarbures, qui utilisait une doctrine économique basée sur le communisme, le socialisme et qui est anti-impérialiste, qui est contre la mondialisation, contre le libéralisme économique. C'est l'exemple concret d'un pays comme l'Algérie, totalement rentier, qui ne vit que de sa rente des hydrocarbures. C'est pour ça que nous, dans nos analyses, dans nos décryptages, on a toujours dit méfions-nous, attention au scénario du Venezuela. Qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela? C'est que depuis 2013, notamment depuis 2015 et 2014, il y a une faillite économique généralisée. Juste après le choc pétrolier de 2014, où les prix du pétrole ont baissé à moins de $60, comme c'est le cas pratiquement aujourd'hui, nous avons eu au Venezuela une hyperinflation, une pauvreté qui a explosé. L'inflation a dépassé les 1 million de pourcents en 2018. La monnaie du Venezuela, le bolivar, est devenue quasiment inutilisable, elle a dégringolé. En 2025, plus de 80%, en 2025, c'est quoi les conséquences? Une monnaie qui s'effondre, qui perd de sa valeur, une inflation qui augmente, qui devient des hausses des prix vertigineuses, ça crée de la pauvreté, de la misère sociale. Aujourd'hui, en 2025, 90% de la population du Venezuela vit en dessous de ceux de la pauvreté, avec un PIB par habitant qui a été divisé par 10 depuis 2013. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Venezuela s'est totalement appauvri. Pourquoi il s'est appauvri? Parce que il a été placé sous embargo, les sanctions américaines, l'on explique énormément
la situation du Venezuela, mais l'Iran aussi a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique, mais l'Iran ne s'est pas effondré pour autant. Elle a eu des problèmes économiques qu'elle a gérés, mais le Venezuela n'a pas pu les gérer, puisque contrairement à l'Iran, par exemple, au Venezuela, il n'y a pas une industrie locale. Il n'y a pas de production nationale forte. C'est comme l'Algérie, exactement comme l'Algérie. On est ultra dépendant que du pétrole et du gaz. Il y a un petit secteur privé, il y a quelques secteurs publics, et il y a eu beaucoup de luttes politiques internes. Trop de dictatures, trop de répression de l'opposition, trop de divisions au sein de la population du Venezuela, trop de divisions politiques. Il y a eu une opposition qui est devenue de plus en plus virulente et qui a, à cause de la persécution meurtrière et la persécution brutale dont elle faisait l'objet, elle s'était rapprochée des puissances étrangères, notamment des États-Unis d'Amérique ou de certains pays voisins au Venezuela qui étaient hostiles au régime du Venezuela. Du coup, il y a eu une instabilité politique qui a aggravé l'instabilité économique. La production du pétrole, elle avait décliné. Par exemple, la Sonatrach de Venezuela qui s'appelle le PDVSA, la PDVSA qui était une grande compagnie pétrolière qui produisait jusqu'à plus de 30 millions, jusqu'à plus de 3 millions de barils par jour de pétrole. La production du pétrole du Venezuela, avant 2013, elle était de 3 millions de barils par jour. Et elle a chuté à moins de 800 000 en 2025. La chute, pourquoi? Parce que les réserves n'ont pas été, il n'y a pas eu d'investissement pour protéger les réserves et mettre en production de nouvelles réserves. Trop de lutte politique. La Société nationale des hydrocarbures du Venezuela, elle a été politisée. Les cadres qui étaient, Nicolas Maduro, il a fait des purges. Il a voulu emprisonner tous ses détracteurs. Les personnes les plus compétentes qui étaient ses détracteurs, qui étaient ses opposants dans le secteur du pétrole, il les a emprisonnés, on les a chassés du pouvoir, on les a chassés du pays. Du coup, à cause de cette instabilité politique, l'outil de production nationale du pétrole, le Venezuela, s'est complètement effondré. La corruption est devenue généralisée et tout le monde est devenu corrompu. La dette extérieure, comme le pays n'avait pas d'argent pour se financer, pour financer ses importations, pour financer ses besoins primaires, il s'était endetté auprès de la Chine, auprès de la Russie, auprès d'autres pays, qui va Cuba, etc. Et la dette extérieure du Venezuela est estimée aujourd'hui à plus de 155 milliards de dollars. C'est énorme. Voilà, c'est énorme, il est très endetté auprès de la Russie et de l'Iran. Les conséquences sociales ont été terribles. 7,7 millions de Vénézuéliens ont fui le pays. Presque 8 millions de Vénézuéliens ont fui le pays depuis 2014. C'est énorme. C'est énorme. Entre 2019 et 2025, on parle de presque 3 millions de Vénézuéliens qui ont fui le pays. 7,7 millions. C'est tout simplement terrible. Mais c'est vraiment terrible, la population du Venezuela, on va vous donner la population, je crois que c'est un pays de 20 millions de... C'est un pays de, je crois, de 28 millions d'habitants. Voilà, presque même pas 30 millions d'habitants. Et donc vous avez 8 millions d'habitants. C'est presque 20% de la population qui est partie. 8 millions d'habitants, c'est presque 10 millions d'habitants. Avec plus de 20% de la population qui est partie. Sur 28, vous avez 8 millions. Donc 10% c'est 2 millions, c'est presque 20%, au-delà de 20% même, plus que 20% de la population a fui le pays. Pourquoi? Trop de dictatures, trop de pauvreté, trop de misère sociale. Beaucoup de réfugiés du Venezuela sont partis au Colombie, pays voisins, d'autres sont partis en Argentine ou là au nord du Chili. Donc il y a eu beaucoup de Vénézuéliens sont partis, même se sont expatriés, ils ont fui vers le Mexique, ils sont devenus des haragas pour fuir vers les États-Unis d'Amérique. Ensuite, la population, la pauvreté, il y a eu des fléaux sanitaires, il y a eu des épidémies, la malnutrition touche 30% des enfants, le système de santé du Venezuela s'est totalement effondré, des inégalités sociales, c'est devenu un chaos économique et un chaos social. Avec une dictature qui ne veut pas lâcher le pouvoir, qui ne veut pas faire de compromis avec l'opposition, qui ne veut pas... comment dirais-je, qui ne veut pas dialoguer avec ses opposants, ses détracteurs, pas de réforme démocratique, pas de réforme économique. Donc le Venezuela s'est isolé, il est devenu une proie facile. Une proie facile pour la puissance américaine. C'est-à-dire, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, qui est terrible, c'est une agression étrangère, c'est même pratiquement une opération d'invasion, on peut même le dire ainsi, mais il faut remonter l'histoire, il faut raconter les dessous de ces événements. Comment on en est arrivé là? Comment le Venezuela a atteint ce niveau de déclin où son président est capturé par une puissance étrangère le temps d'une nuit, en une seule nuit. Lui et plusieurs hauts responsables, visiblement, on verra après les preuves qui vont être communiquées par les autorités américaines. C'est que le président du pays, la tête du régime et sa famille et d'autres responsables auraient été capturés ou tués. Donc le régime est décapité. Est-ce qu'il va s'effondrer pour autant? Je pense que c'est une question d'heure ou de jour. Je vois pas comment
le régime du Venezuela va survivre à la disparition de Nicolás Maduro. C'est un cas spectaculaire dans l'histoire de l'humanité. Ça va faire jaser. C'est un cas inédit où une puissance étrangère capture un chef d'État étranger. Il y a eu déjà des cas en Amérique latine. Hein. Il y a eu déjà des cas, par exemple, au niveau du Panama. On va en parler. C'est pas une première. Mais c'est la première fois qu'une opération contre un pays. Auparavant, c'était des pays moins importants. Là, nous avons un pays riche, un pays qui était prospère, un pays de presque 30 millions de personnes. Il y a un pays qui prétend, le régime du Venezuela prétendait être une force régionale. Il parlait comme le régime algérien. Nous sommes une force régionale, nous sommes les résistants, nous sommes les anti-impérialistes, nous sommes les anti-sionistes. Exactement la même propagande que le régime algérien. Je crois qu'aujourd'hui, il y a absolument une leçon à tirer en urgence. Voilà les dégâts de la dictature. Voilà les dégâts du clanisme politique. Voilà les dégâts de l'appauvrissement de la population. Voilà les dégâts de l'effondrement économique. Voilà les dégâts de l'économie rentière. Nous avons plusieurs points de ressemblance avec le Venezuela. Bien sûr, nous espérons qu'on ne connaîtra jamais le même sort. On luttera, nous lutterons pour que notre pays soit préservé, pour que notre pays emprunte une autre voie. Mais nous devons absolument, nous tous, méditer l'exemple du Venezuela. Nous devons absolument tirer la leçon. Trop de dictature, ça engendre trop de pauvreté. Trop d'instabilité politique, ça engendre trop d'instabilité économique. Trop de clanisme au plus haut sommet de l'État, ça engendre l'effondrement partiel, voire intégral de l'État. Tant qu'il n'y a pas des libertés publiques et individuelles, tant qu'il n'y a pas une unité nationale, tant qu'il n'y a pas un front national garanti, tant que nous n'avons pas une économie prospère et solide, on n'est pas à l'abri des agressions étrangères, des crises politiques internes, des ingérences étrangères, des opérations de déstabilisation de l'extérieur ou de l'intérieur du pays. L'Algérie doit tirer la leçon. Le monopole du pouvoir par un seul clan, le clanisme, les inégalités, la dictature, la persécution des opposants et des voix dissidentes et surtout une économie très faible comme nous le sommes. Parce que d'ici quelques années, on va avoir des capacités de production très faibles, comme le Venezuela. La fin du pétrole en Algérie, elle s'approche. Elle va commencer dès 2030 et le gaz ne va jamais nous suffire. Et nous, on sera plus de 50 millions d'habitants d'ici 2 ans. Donc, le risque d'un scénario vénézuélien pourrait se reproduire dans un pays comme l'Algérie, où il y a beaucoup de similitudes. Régime trop autoritaire, trop clanique, inégalitaire, une économie rentière et une production nationale quasi faible. Il faut absolument qu'on tire la leçon. Notre pays peut aller sur une autre voie, on peut emprunter notre voie, la voie de la prospérité, de la stabilité et de la solidité, mais pour cela, il faut mettre fin à la dictature, il faut mettre fin aux inégalités, il faut mettre fin à l'économie rentière, il faut se réconcilier, il faut que les Algériens et les Algériennes se réconcilient, il faut créer une véritable unité nationale autour d'un pays et non pas autour d'un système. Il faut surtout que les dirigeants vieillissants, les dirigeants déconnectés de la réalité, les dirigeants qui ne sont pas légitimes doivent accepter de partir, sinon malheureusement c'est la porte ouverte aux ingérences étrangères et aux opérations de déstabilisation de toutes sortes.